Et bonsoir à tous. Comment allez-vous sur le live ce soir? Eh bien, ce soir, nous allons parler de Donjons et Chatons en compagnie de Trikitov, l'un des auteurs du jeu. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Merci pour ton invitation. Salut tout le monde, que ça soit là sur le live ou après en replay. Voilà, très content de partager ce moment avec toi autour de Donjons et Chatons et pas que. Donc c'est cool. Merci. Et c'est avec plaisir. Moi, ça fait depuis un moment que je vois passer toutes les publications à ce sujet et j'étais très curieuse. Et ben Et voilà. j'ai J'espère enfin la répondre à ta chance. curiosité. Donc, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les viewers et nous dire un peu qui tu es et comment tu en es venu à devenir auteur de jeu? Oui, bien sûr. Donc moi, voilà, les gens peut-être me connaissent déjà un peu. Donc c'est Trikitov. Alors Trikitov, c'est mon pseudo. C'est mon pseudo d'auteur, mais c'est mon pseudo depuis très 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 longtemps. Déjà quand j'étais à la fac. Alors ça ne nous rajeunit pas, mais mais voilà. Christophe de mon vrai nom. Je suis un feu routard, un rôliste qui a quand même quelques années derrière lui, puisque je fais du jeu de rôle maintenant depuis plus de 30 ans. Voilà, 32 ans, ouais, je dirige vers la 33e année même, je pense, hein, de mémoire. J'ai commencé le jeu de rôle au lycée, tout début de la seconde, et ça m'a pas lâché, et je joue très régulièrement, aussi toujours aujourd'hui, hein, aussi bien en tant que joueur que maître de jeu. Voilà, donc j'en ai fait des jeux, hein, voilà. Mon premier jeu de rôle, ça a été Stormbringer en tant que joueur. Mon premier jeu de rôle en tant que meneur, ça a été Cyberpunk année 2020. Après, j'ai fait du Warhammer, du Donjons et Dragons, bien entendu, de l'appel de Cthulhu, etc. Mais comme je te disais en aparté avant qu'on commence le live, j'aime le jeu de rôle et j'aime tester plein de jeux de rôle. Que ça soit du jeu de rôle vraiment mainstream ou vraiment du jeu de rôle indépendant. Donc je m'intéresse un peu à ce qui sort, en tout pour rester dans le coup. Et puis j'aime bien faire découvrir aux tables auxquelles je participe plein de choses. Voilà, comment j'en suis arrivé à être auteur? Ah, moi, je dirais que quand tu es rôliste, tu aimes écrire. Tu écris souvent tes propres scénarios. Moi, ça a été mon cas très vite. Et puis, tu fais tes aides de jeu, puis tu commences à développer des petits morceaux d'univers, puis peut-être même ton propre univers. Donc, j'ai toujours été un peu dans ce move-là, mais qu'avec mes joueurs et la communauté que je fréquentais. Alors, comme j'ai beaucoup bougé quand même, en France, j'ai eu pas mal de tables. Donc, j'ai fréquenté différents groupes. Donc, tout ça, ça m'a suivi. Et puis, il y a quelques années de cela, je pense que ça doit faire 6, 7, peut-être 8 ans, je ne sais plus exactement. C'est avec la rencontre avec Batronoban qui m'a proposé, on s'est croisés sur des forums, et puis finalement, il m'a proposé d'écrire un bout dans un jeu sur lequel il travaillait, un de ses tout premiers jeux, qui était Royaume des légendes, qui était une sorte de transposition de la France médiévale en Donjons et Dragons, 5e édition. Voilà, j'ai écrit une petite région, ça lui a plu. De fil en aiguille, on a vraiment bien sympathisé, et puis j'ai rebondi sur d'autres projets. Voilà, Héroïque, Colonial Gothic, Aqua Blue, Nautilus, etc. Et puis des projets aussi plus indépendants avec d'autres copains. Et puis j'en suis arrivé de fil en aiguille dans l'équipe de Donjons et Chatons, qui est ma dernier projet, en tout cas qui est abouti maintenant. Là, actuellement, je travaille sur d'autres choses. Euh, mais voilà, ça s'est fait un peu, Gérald, mais comme souvent dans le jeu de rôle, c'est une question de rencontre, d'opportunité, d'envie, ça match, tu te reconnais dans un projet, tu as une porte qui s'ouvre, et puis tu commences petit, et puis après c'est un peu moins petit, parce que ce que tu fais clé, et puis voilà. Moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer très vite les gens des Dead Crow, toujours grâce à notre nouvelle, hein, par l'intermédiaire de Batro Games. Et puis voilà, j'ai trouvé de l'écoute, j'ai trouvé des gens sympas qui m'ont soutenu, qui sont professionnels, avec qui je m'entends bien. Et ça permet d'avancer dans différents projets. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Puis après, on verra combien de temps ça dure.
Voilà, je choisis mes projets, je participe à ce que j'ai envie de participer, chez les Crew, mais pas que, hein. Là, actuellement, je finis d'écrire pour, OBA Éditions sur le jeu de rôle Imperium 5. Voilà, j'ai d'autres projets avec les Crew, peut-être, aussi en dehors, des Crew. Enfin, on on avance, quoi. Le jeu de rôle, c'est une formidable communauté, donc voilà. Moi, je me définis avant tout comme rôliste. Voilà, c'est pour te dire, avant d'être auteur, je suis rôliste et je suis un rôliste qui a la chance de pouvoir écrire et d'être publié, dans quelques publications. C'est surtout ça. Ok. T'as cité quelques jeux de rôle tout à l'heure. C'est quoi ton préféré? Ah, mon préféré en jeu de rôle, celui où je m'éclate, le plus, honnêtement, je vais pas te mentir, je suis assez classique, hein, c'est du Donjons, et Dragons, quoi. Parce que j'ai des vieux souvenirs et puis en même temps, je joue régulièrement. Tu vois, là, lundi, j'étais en train, de jouer, La Malédiction de Strahd. Voilà, j'ai déjà perdu un perso et j'en suis à mon deuxième perso et puis, voilà, je m'éclate, je retrouve les copains autour de ça. Mais, je pense que j'ai pas, j'ai des jeux souvent, coup de cœur, que je joue pendant un certain temps, qui me plaisent, vraiment beaucoup. J'ai une période où j'ai vraiment adoré tout ce que les PBTA, pouvaient, proposer, que ça soit avec Urban Shadow, heu, Islander, et cetera. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très intelligentes. J'adore aussi, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, ni de faire maîtriser, mais je compte bien m'y mettre. J'aime beaucoup Mutant Zéro là, j'ai lu, pas mal de choses. J'aime bien l'univers, j'aime bien la mécanique qui est proposée, je trouve les Ce produits qui est très beaux. chouette, ouais. Ouais. Donc, voilà, j'aime tellement le jeu. J'ai beaucoup maîtrisé à Mage. C'est un jeu que je trouve, extraordinaire. J'ai fait aussi du Vampire Dark Age. Voilà, je me suis éclaté parce qu'à l'époque, j'étais en fac d'histoire et, j'ai vraiment adoré faire, visiter Constantinople à mes joueurs dans l'univers, du Monde des Ténèbres, mais version historique en version Dark Age. Ouais, des expériences de jeu. J'adore Hearthstone, tout comme Daniel Coltis d'ailleurs. Et, j'aime beaucoup, cet univers d'Hearthstone, la Marseille, etc. Ouais, il y a plein de choses qui me plaisent. Après, j'aime autant, tu vois, le contemporain fantastique que le médiéval fantastique, que des jeux plus restreints. Ouais, j'aime tout. Après, si tu Très me demandes, varié. bah ouais, je vais revenir à Donjon parce que voilà, c'est un standard que je ne renie pas. Je connais les limites de Donjon, j'en connais aussi les potentialités. Euh, donc, voilà, je peux en parler tranquillement et dire ouais, je suis assez fan. Mais j'aime aussi un appel de Cthulhu, très tranquille, très enquête, voilà. Comme je peux faire du Lovecraftesque, par exemple, qui est un dérivé beaucoup plus, narratif. Voilà, j'en ai fait, hein, C'est très des large, des hein. des jeux. Ouais, ouais, c'est très large, mais je suis passionné, vraiment passionné par le jeu de rôle en tant que média, Mmh. tu vois? Et donc après, j'hésite pas à les piocher, j'hésite pas à aller me confronter à des gens qui pourraient me dire: «Ouais, non, mais ça, c'est nul, enfin, donc qu'est-ce que tu y trouves?» Et puis pouvoir expliquer ce que j'y Mmh. trouve. Et puis j'aime bien tester des choses et puis pouvoir dire: «Bah, ouais, ça me plaît, je trouve ça génial. Non, ça me plaît un peu moins». Voilà quoi, tu vois? Même si, c'est pas tout à fait du jeu de rôle. Là, j'ai été un des trucs qui m'a pas mal marqué là, c'était du Alice is Missing Ah où, oui. j'ai trouvé qu'il y avait un impact émotionnel très fort. Là, je suis très content que Lapin Marteau, fasse la deuxième édition de Monster Earth, parce que je trouve que c'est un jeu, très sensible et c'est rare que j'utilise ce terme, et très intelligent sur, la question, de l'identité et puis comment on peut voir ça en imaginaire et d'un point de vue ludique. Mmh. Oui, il y a tellement de choses, c'est tellement riche le jeu de rôle que Et plutôt MJ ou plutôt joueur? alors plutôt MJ, j'aime plutôt être MJ. Par contre, je pense vraiment qu'il faut un équilibre. C'est-à-dire, j'aime bien être des 2 côtés de l'écran. J'aime être MJ, ça c'est sûr, mais j'y prends d'autant plus plaisir que je peux être joueur aussi, régulièrement.
Et je trouve d'ailleurs qu'un MJ se doit aussi d'être joueur pour ressentir certaines choses, pour avoir un autre point de vue, de voir peut-être même un jeu différemment à travers un autre prisme. C'est bien aussi de changer de MJ, de changer de table de jeu pour de se confronter à d'autres Mm. choses. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. Alors je sais que certains collègues rôlistes vont dire bah ouais mais moi je suis essentiellement un maître de jeu et c'est ce qui m'éclate et je ne conçois le jeu de rôle que comme ça. Bon, je respecte, y a pas de souci. Ou d'autres disent mais non moi maître de jeu ça me paraît trop difficile, je préfère venir et puis jouer, incarner un personnage. Je me retrouve plus là-dedans que dans la phase préparation ou pas, ça dépend des jeux, hein, derrière un jeu de rôle. Moi, j'aime bien l'équilibre des deux. J'aime bien être des deux côtés de l'écran, même si je reconnais que bien souvent, mais parce qu'aussi il y a l'écriture, il y a le côté auteur, il y a le Mm. côté concepteur, je m'éclate plus en tant que maître de jeu. Et puis j'aime bien voir le plaisir aussi à table de jeu des joueurs, leurs surprises, leurs réactions, quelquefois des trucs qui marchent, quelquefois des trucs qui font flop. Et c'est un vrai plaisir d'être maître de jeu. Ouais. Ok. Bah, je pense qu'au niveau de ta présentation, on a fait le tour. Bah écoute, voilà, hein, tant mieux. Mais gros CV, hein, du coup. Ouais, gros CV de rôliste, mais c'est l'âge qui veut ça, tu sais. Voilà, Ah, t'es pas si vieux. Ouais, moi je me dirige tranquillement vers mes 48 balais. Voilà, tu vois, quand tu as commencé le jeu de rôle, t'avais 15 ans, tu commences à enchaîner les années, les jeux. Et même, comme je te disais, même si j'ai eu des temps de ralentissement de rythme, je n'ai jamais arrêté le jeu de rôle. Et j'ai toujours Ça, c'est joué chouette parce qu'il y régulièrement. a eu beaucoup de gens qui ont vraiment eu des coupures pendant plusieurs années, hein. Ouais, non, ça n'a pas été mon cas. Parce que même quand je faisais mes études, même quand j'ai commencé à bosser, j'ai vraiment eu à cœur de continuer. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une vie familiale et conjugale où c'était accepté, hein, là aussi, le fait d'être rôliste et d'y passer du temps. Donc, ce qui fait que j'ai jamais vraiment arrêté. Et honnêtement, des fois, je me dis, mais ouais, bon, si tu te diriges vers tes 50 ans, franchement, est-ce que ça va pas s'arrêter un jour, quoi? Est-ce que tu vas pas passer à autre chose, etc. Et honnêtement, je me vois pas faire mes parties de jeu de rôle en tant que joueur ou en tant que maître de jeu régulièrement. J'ai besoin, j'en ai besoin, quoi. Parce que, et d'ailleurs, tu vois, par exemple, quand je lis un roman, je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, est-ce que ça pourrait pas être utilisé dans un scénar? Est-ce que ça ferait pas d'ailleurs un bon jeu de rôle, ce roman-là? Et c'est un peu instinctif, tu vois, je peux pas m'en Mm. empêcher, quoi. Le Donc, réflexe. ouais, c'est ça, ouais, c'est mon identité, hein. Je pense que rôliste, ça fait partie de mon identité. Voilà. Bon, Puis même du coup, il y fréquenter les aura des... salons, les rôlistes. Très bien. Bon, il y aura des tables de jeux de ronde, de jeux de rôle entre vieux. Allez, pas... Allez, Ah ouais, c'est parti. peut-être, hein. Peut-être il y aura du jeu de rôle, ce sera peut-être la première génération à faire rentrer le jeu de rôle dans les EHPAD. Mais pourquoi pas? Parce que je pense que, encore une fois, moi je considère le jeu de rôle comme un média, c'est-à-dire dans le sens où il permet beaucoup de choses. Il permet Mm. beaucoup de choses au niveau psychosocial, il permet beaucoup de choses au niveau de la communication. Je pense qu'il permet beaucoup de choses aussi sur la lecture, l'intelligence, sur tout ce qui est cognitif. Euh, donc je me dis que finalement sur certains problèmes que peuvent rencontrer les personnes âgées, bah, le jeu de rôle pourrait être aussi une réponse, mais comme il peut être une réponse aussi face à des gens qui souffrent de troubles Mm. d'ordre psychique, ou même des jeunes en quête d'identité ou face à certains problèmes sociaux. Enfin voilà, enfin, le jeu de rôle, il a de grands bienfaits, hein, voilà. Mm. Ou de la lecture, de l'écriture, tout ça. Donc, ouais, peut-être qu'on sera là. Ça, c'est une bonne question, hein. Eh, Peut-être qu'on sera la première génération à faire rentrer le jeu de rôle en EHPAD. Ça serait ce serait intéressant. chouette. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah là là. Bon, maintenant, on va parler un petit peu du jeu. Ah oui, bien sûr. On est là pour ça en même temps.
Mais oui, oui, mais c'est bien de connaître un peu l'auteur avant d'attaquer dans le vif du sujet. Donjons et Chatons est un jeu de rôle et d'aventure qui se déroule dans un univers original mêlant contes animaliers, Moyen-Âge fantastique et monde post-apocalyptique. Tu y arrives. Mm. On y suit les pérégrinations d'une compagnie de chatons explorant un monde merveilleux. Les humains ont disparu de la planète et n'ont laissé comme vestige que quelques bâtiments. La nature a repris ses droits sur les ruines de cette civilisation oubliée. Des forêts denses ont recouvert les villes. Le sable et la mer ont englouti les hôtels balnéaires, les ports. Les animaux ont évolué et ont imité à leur façon et sans doute à leur insu les anciennes sociétés humaines. Chats, chiens, rats et autres sont à l'aube d'un Moyen-Âge imprégné de magie et des technologies du passé. Rien d'étonnant à voir un rat tunnelier avec une lampe frontale bricolée, un chat magicien faire tomber la pluie ou un chien jouer les gros bras dans une armure faite de pneus et de portières de voiture. Il existe une loi universelle que tout le monde respecte, toujours et tout le temps. Un animal qui parle ne mange pas un animal qui parle. C'est ça. Ok, alors est-ce que tu peux me dire de quoi parle le jeu ? Alors, déjà, le jeu, il est issu d'un univers que Clément de Ruyter, qui est illustrateur, dessinateur, avait dans la tête depuis de nombreuses années et qu'il avait envie de développer. Clément est rôliste aussi, et donc il s'était déjà tenté à développer ce monde en jeu de rôle. Et puis finalement, il a rencontré François Sedel des Dead Crow, qui lui a proposé d'aller plus loin et de vraiment d'éditer un jeu professionnel et de faire rentrer peut-être d'autres gens dans cet univers qui pourraient peut-être apporter quelque chose de supplémentaire à son univers. C'est comme ça que le projet s'est fondé. Après, dans ce que tu viens de lire, dans l'introduction que tu viens de lire, tout est dit. Donjons et Chatons se passe sur la Terre, sur notre planète, sauf que l'humanité a disparu et n'a laissé que des vestiges. D'où ce côté post-apocalyptique. Et finalement, les animaux, en tout cas certains ont évolué, ont eu une intelligence, une conscience, etc. Se sont un peu humanisés en quelque sorte, à l'instar des furies. Et ont recréé des sociétés qui sont d'échelon médiéval au moment où on joue. Et on incarne donc plus précisément des chatons, puisque parmi l'ensemble des royaumes que ces animaux ont pu recréer, il y a le royaume des chats, qui est sans doute le plus évolué parce que le royaume des chats a la miagie. C'est-à-dire que les chats sont capables de faire des choses extraordinaires. Vrai ? Et oui, que les autres animaux ne peuvent pas faire. Encore que, on s'aperçoit que la magie commence à apparaître sous diverses formes auprès d'autres espèces animales. Mais toujours est-il que le royaume des chats est très puissant et que dans ce royaume, il y a la capitale, c'est l'arbre à chat, et il y a des rois depuis un certain temps, et le dernier en date, c'est le roi Walter. Et le roi Walter, c'est un roi tyran, c'est un roi un peu fou, entre les rois feignants mérovingiens et les rois fous CF Game of Thrones, quoi. Et ces rois ont mis en place Walter a mis en place une loi avec un tirage au sort qui fait que certains chatons, certains jeunes enfants donc sont tirés au sort et doivent quitter l'arbre à chat et le royaume des chats pour lui rapporter un trésor, parce que c'est la seule condition pour revenir dans le royaume des chats et pouvoir revenir dans la capitale de l'arbre à chat. Et en fait, Walter se sert de cela à la fois pour contrôler un peu la population, pour instaurer la peur et garder la main sur cette population, puis aussi parce qu'il veut garder toutes les ressources pour lui et qu'il se méfie beaucoup de la jeune génération, qui n'est pas très progressiste, ce roi Walter. Et donc on vit des chatons qui ont été tirés au hasard et qui un se petit peu retrouvent Hunger Games, non? Ouais, il y a un peu de ça. Mais il n'y a pas que des chatons, parce que il y a des chatons du royaume qui sont des chatons classiques, ça peut être des fils de marchands, des filles de miage, etc. Mais il y a aussi des chatons un peu bizarres, parce qu'il y a différentes espèces un peu étranges de chatons. Il y a les miaoumis, qui sont des chats qui viennent du sud et qui s'entourent de bandelettes et qui sont liés plutôt au sable et au désert. Il y a les châtaignes, qui sont des chats un peu plus barbares, qui s'enduisent les poils de boue, de branches, de feuillage,
et ils ont d'ailleurs des capacités de camouflage et des pouvoirs illusoires. Mais il y a aussi les autres animaux, et on peut très bien imaginer qu'un copain chiot ou un copain chipisson, un enfant hérisson, suivent ses potes chatons qui ont été forcés à l'exil. Donc on joue cette bande de chatons et plus si affinités, de chatons plus ou moins étranges, qui se retrouvent sur les routes du royaume. Et l'idée, ça va pas être tant de trouver un trésor pour ramener à Walter, bien que ça peut être la quête en elle-même, mais ça va être aussi l'idée de grandir, de comprendre que ce que fait Walter, c'est vraiment pas normal, de peut-être avoir des alliés, d'avoir des ressources, de découvrir ce vaste monde, soit d'y rester et d'y fonder autre chose, soit de revenir dans le royaume des chats, soit pour aller dans la voie de Walter, ou au contraire pour s'opposer à lui. Donc c'est un jeu qui parle à la fois d'enfance, de grandissement, d'éducation, de devenir adulte, C'est de initiatique. confrontation. Ouais, il y a un peu de ça avec cette idée du voyage. Voilà. Donc c'est l'idée de base. Et puis on a développé tout un monde, parce qu'autour du royaume des chats, on a été en cercle concentrique et on a créé plein de régions, plein de lieux spécifiques, comme Tourne-Bouchon, qui est un port géré par des cochons, donc un port géré par des porcs, avec plein d'intrigues, de la piraterie, etc. Au nord, il y a une armée qui est tenue par Sombre, qui est un bouc qui a été rejeté par sa famille et qui vient se venger. Il y a une mare avec une sorcière, une vipère sorcière. Il y a une forêt endormie. Il y a peut-être des traces des gros tout nus. C'est comme ça que les animaux appellent les anciens humains géants d'autrefois, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de poils, donc finalement voilà. Il y a peut-être des gros tout nus qui existent encore. Il y a peut-être un secret autour de ceux-là, ou pas. Enfin, on a développé vraiment un monde très riche, parce qu'on a voulu un jeu qui soit jouable pour toute la famille. Et comme un D'accord. dessin animé, tu peux avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc, Mm. on voulait que les enfants s'y retrouvent, que les parents s'y retrouvent, que les adultes s'y retrouvent, que les rôlistes s'y retrouvent, que les non-rôlistes s'y retrouvent. Donc, on a vraiment mis plusieurs couches, plusieurs niveaux d'interprétation, avec la volonté que ça soit et que ça reste très cohérent. Donc, on a un univers riche à explorer, quoi. Voilà. Ok. Donc le thème principal, ce serait enfin, du voyage, initiation. Ok. Ouais, tout à fait, tout à Et fait. pourquoi ce thème? Il y avait quelque chose à dire ou? Ouais, on vraiment voulait un jeu positif, c'est-à-dire un jeu qui puisse parler d'une évolution, d'une recherche, d'une quête au sens pur du terme. Et avec John Grumpf, parce que j'ai écrit en compagnie de John Grumpf, qui moi aussi a écrit, il n'a pas fait que illustrer. Et François aussi, c'est elle qui est venu mettre un petit coup de clavier aussi. On avait à cœur d'avoir un monde lumineux qui peut avoir ses parts de ténèbres, parce qu'il n'y a pas de réelle lumière sans quand même une part de ténèbres pour la mettre en valeur, et d'ailleurs vice-versa. Et donc on a voulu vraiment un monde positif, coloré, fort de valeurs morales, de valeurs éducatives. D'ailleurs, on a essayé de penser un game design, mais on y viendra peut-être quand on parlera des règles, Ouais. en lien avec tout ça. Et on a voulu proposer à la fois à des familles qui connaissent pas trop le jeu de rôle de jouer en famille avec les enfants, avec la volonté que les enfants, une fois qu'il y a eu ce phénomène de transmission et qu'on leur a passé le relais du jeu de rôle, et donc de Donjons et Chatons, puissent se mettre de l'autre côté de l'écran et proposer à leurs copains, à leurs parents, à leurs familles des scénarios de Donjons et Chatons, voire même des petites aventures de leur cru, hein, sorties de leur imagination, même comme ça, spontanément. Ils sont Euh, forts pour ça. ouais, voilà, c'est ça. On a voulu quelque chose de positif, à la fois dans l'univers, à la fois dans ce qui est proposé dans les scénarios, et en même temps profond, pour que des rôlistes se disent bah ouais, c'est pas la peine que j'achète Donjons et Chatons, c'est un jeu pour les gamins. Ah non, c'est pas un jeu pour les gamins, parce que, encore une fois, l'objet, tu peux le voir de plein de façons différentes. Je prends souvent l'exemple, mais il est assez parlant, de la ville de Tour-le-Bouchon.
Tourne-bouchon, finalement, c'est un port, comme je te le disais, géré par des cochons, qui ont organisé une industrie de l'amusement et de la bière, voilà, avec la famille Reims-Cochon, dans ce port-là, et pour attirer des pirates, pour que les pirates viennent dépenser des trésors. Donc, tu peux faire une partie où tu vas faire livrer de la boisson, livrer des croquettes à telle ou telle auberge, puis tu fais attention de ne pas te faire attaquer par un équipage de pirates un peu remonté, donc ça peut être sympa. Il y a un côté assez cartoon, assez dessin animé, etc. Mais après, tu peux le voir autrement, parce que le tourne-bouchon, forcément, attire de la criminalité. Cette criminalité, elle se structure. Les équipages pirates, ils ont peut-être envie de faire de ce tourne-bouchon l'île de la Tortue, pourquoi pas, ou l'équivalent. Les familles de cochons, il y a une manne financière quand même, et donc les familles de cochons, elles s'entre-déchirent pour essayer d'avoir la main mise sur Tourne-Bouchon. Donc en fait, tu peux, si tu t'adresses que à des adultes, des rôlistes vétérans qui ont envie de tester un peu autre chose, tu peux proposer une autre facette de Donjons et Chatons. C'est vraiment modulable, et c'est ce que j'ai aimé dans cet univers et ce jeu. Et y écrire, c'est que tu peux proposer vraiment des choses très différentes à la base d'un même socle. C'est-à-dire, on joue tous à Donjons et Chatons. Par contre, on peut y voir des choses assez différentes. Et pourquoi des chatons? C'était pour rester dans cette idée de positif? Ou parce que Alors, tout le monde craque devant des chatons? alors, je pense que Clément, en fait, l'expliquerait mieux que moi. Mais son imaginaire et ses dessins se sont très vite tournés vers les chatons et les animaux type Furies, et le chaton est vraiment resté. Et il a développé cet univers à base de ces petits chatons crayonnés, quoi. Et c'est son style, c'est sa patte, si je puis dire. Donc, et voilà pourquoi c'est devenu. Et puis il y a eu le fameux clin d'œil, forcément, au plus ancien des jeux de rôle. Voilà. Dur de passer à côté. Ouais, dur de passer à côté. Mais c'est vraiment son univers. Il a vraiment il y a une identité graphique, il y a une identité d'imaginaire, et ça s'est développé autour de ces chatons. Les dessins sont vraiment magnifiques. Ouais, il est talentueux. Ouais, puis il y a une espèce de douceur qui ressort des dessins, c'est juste waouh, voilà. Ah ouais, il est fort. Il est fort. Est-ce que comment tu dirais que le jeu se distingue des autres jeux de rôle sur le marché, hein? Moi, je pense que, pas Donjons et Chatons plus qu'un autre, en fait. Chaque jeu de rôle est très différent. À chaque fois, les auteurs ou l'auteur, ils mettent de leur âme, de leur création. Donc pour moi, tous les jeux sont différents. Et ils en deviennent encore plus différents parce que chaque joueur s'en empare différemment. Que l'on soit simple joueur ou maître de jeu, ou les deux. Donc je dirais, comme tous les jeux de rôle, Donjons et Chatons est unique parce que c'est Donjons et Chatons. Mais comme un autre jeu de rôle est unique parce qu'il est ce jeu de rôle-là. Ce qui distingue peut-être Donjons et Chatons, mais d'autres l'ont fait, My Little Pony, ou d'autres jeux pour enfants, ou en tout cas avec une approche plus enfantine, c'est qu'ils proposent un univers qui se veut positif avec plusieurs échelons de lecture. Mais c'est pas le seul à le faire. Par contre, on a eu à cœur de bien le faire et d'être cohérent de A à Z par rapport à ce qu'on allait proposer. Voilà. Donc moi, je dirais Donjons et Chatons est différent parce qu'il est Donjons et Chatons. Voilà. D'accord. Tout simplement. Mais comme Werewolf est différent parce que c'est Werewolf, comme Meute de Julien Moreau est différent parce que c'est Meute, et je peux aller comme ça sur toute une liste, comme Paléomythique chez Paterne est unique parce que c'est Paléomythique. Enfin, voilà, Ok. Et ça sera d'autant plus différent qu'on va se l'approprier de façon différente. Ok. Bon, tu nous as déjà un peu évoqué l'univers dans lequel se déroule le jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi les limites? L'univers, il est vraiment à découvrir. Des limites, ce qui est intéressant, c'est que on a posé une base très solide, et comme je disais, en cercle concentrique, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut voir même imaginer d'autres parties de la carte. D'ailleurs, John, le Grumpf, sur son site, sur le site du Grumpf, le terrier du Grumpf,
dans les gratuits du mois, c'est-à-dire c'est totalement accessible, c'est gratuit, c'est téléchargeable, à proposer du matériel déjà, alors que le jeu là Ah. va être livré aux souscripteurs avant la fin de l'été et à partir de la rentrée, il sera dans les boutiques, sans doute, vers fin septembre. Le Il a déjà créé des autres parties, des autres régions. Donc heu, ça c'est la force aussi, de Donjons et Chatons, c'est qu'il y a un concept, un royaume sur lequel on est parti, on a commencé à créer, et à partir duquel on a commencé à créer. Mais après, c'est foisonnant d'idées parce que tu regardes un dessin animé, tu lis un conte, tu as une discussion avec ton gosse et tu peux avoir une idée à incruster dans Donjons et Chatons. Et comme Donjons et Chatons a une base très solide, il y a un maillage créatif solide, tu peux venir connecter tes créations à ça. Parce que tu n'es pas lâché non plus dans un grand flou. Il y a des régions très bien décrites, il y a un système de règles très bien décrit. Voilà, il y a, à l'intérieur du livre, il y a le livre de la conteuse, le livre de la joueuse qui t'explique comment jouer, comment être conteuse, mais aussi comment créer. Donc il y a de la ressource, quoi. Il y a de la ressource là-dessus. John a fait un super boulot d'écriture. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le jeu en lui-même avant qu'on passe sur l'histoire du jeu? Non, je suppose qu'on parlera des règles après ou tu veux que je parle Oh, des règles ça sera maintenant? non, non, les règles, ce sera encore après. Bon, ben voilà. Non, 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 rien à ajouter, si ce n'est ce mélange qui est peut-être vraiment unique entre fantaisie, poésie, Mmh. post-apocalyptique. Parce que n'oublions pas quand même que, bah, voilà, tu peux croiser, un hérisson avec un bouclier, avec une vieille portière, de voiture, Oui, une armure en casserole, voilà, tu peux avoir oui, un bah, hôtel pour le toi qui est une ancienne laverie. Donc il y a ce mélange vraiment, entre, monde d'aujourd'hui complètement détruit et puis monde médiéval fantastique et avec des animaux au milieu de tout ça, avec une ambiance assez cartoon, quoi. oui, bah, Sans ouais, être le grotesque ni ridicule. ouais. Mais quand même avec des choses intelligentes. Ouais, l'image du chien qui joue les gros bras en armure faite de pneus m'a fait des Ah réminiscences ouais? de Mutant Year Zero. Par exemple. OK. Donc, on va passer sur l'histoire du jeu. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler comment vous en êtes venu à la création de ce jeu? À quel moment vous êtes, ça a commencé? Quel moment vous êtes arrivé à 3 dessus ou 4? Ouais, ouais, bien sûr. Qui, quoi, comment? Mais comme je te dis, la rencontre initiale, l'idée initiale, c'est Clément. Il rencontre François, François Cédel, des Dés de Croc. Mmh. François adore ce que fait Clément en termes de dessin. Clément lui parle de son univers qu'il a dans la tête autour de Donjons et Chatons. Et François lui dit, mais c'est super, il faudrait vraiment faire quelque chose et un jeu. Et il lui dit, bah, je pense que je connais des personnes qui seraient intéressées pour travailler dessus. Clément dit, bah, moi j'aurais toujours aimé travailler avec le Grumpf, parce que quand il s'est mis au jeu de rôle, à travers les jeux de John. Donc pourquoi pas, on va contacter le Grumpf et François lui propose ma présence dans le projet. Moi je tombe vraiment amoureux aussi de l'univers et puis Clément a une personnalité vraiment magnifique, c'est quelqu'un de tellement gentil. Vraiment c'est un quelqu'un de génial, quoi. Et on en parle et moi je connais les travaux de John, mais j'ai jamais collaboré avec John, même si je suis fan de ce qu'il fait. Donc si tu veux, ça se triangularise. On contacte John, John lui connaît le travail de Clément, il adore ce qu'il fait, enfin paf, paf, paf. Et en fait, sans le savoir, on s'aperçoit qu'on partage des choses communes et qu'on s'apprécie les uns les autres assez rapidement. Il y a quelque chose qui se crée. Et voilà, l'équipe, elle est fondée, elle s'est fondée assez naturellement en fait, hein. Elle s'est fondée assez naturellement. Et puis à partir de là, on a commencé à écrire. Et en fait, on écrivait à partir des dessins de Clément, mais Clément faisait des dessins à partir de ce qu'on écrivait. Et t'as une sorte de mécanique et de machine qui a commencé à s'enclencher. On s'est répondu en termes de création et d'imaginaire. On a fait des réunions très régulières. Voilà, on s'est échangé des choses par Discord, on discutait beaucoup. On a fait des playtests ensemble, enfin bref. Et ça a été une super mécanique. Enfin, moi, ça a été honnêtement une des, si ce n'est la meilleure expérience de création collective, quoi. Moi, j'aime le travail en équipe et je me suis beaucoup reconnu dans ce travail de création en équipe. Voilà, vraiment, vraiment. C'est chouette. Et vous avez commencé quand? Il a fallu combien de temps pour écrire entièrement le jeu? Alors, on a écrit le jeu et on a eu du rab.
Ce qui est rare dans le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, on va dire, oh là là, on te parle surtout de retard, pas de rame. Alors, la politique des Dead Crows, c'est qu'un jeu soit fini à plus de 90% pour en proposer la souscription. Voilà, Ok. déjà, de base, ça c'est une règle. Et avec le Covid, au milieu de tout ça, il y a eu quand même un certain retard dans le planning. Donc notre jeu qui était prévu pour en souscription à un moment donné et qui était fini à 90%, s'est retrouvé décalé. Donc en fait, on a eu du temps en plus. Et à ce niveau-là, Clément a eu une idée folle de dire, mais alors ce que je vais faire, comme j'ai du temps, je vais faire un dessin par page. Je vais faire un dessin. Il y a un petit Il est dessin dans chaud. un coin, un grand dessin, un coin de page par page. Je vais faire un dessin par page. Et là, avec John, on s'est dit, bah attends, si tu fais un dessin par page, bah, nous, on va continuer à écrire. On va continuer à perfectionner le truc. Donc en fait, ce qu'il faut se rendre compte, et ça peut-être qu'on ne l'a pas assez dit aussi, même si la souscription a superbement fonctionné, hein, mais c'est qu'en fait, Donjons et Chatons a bénéficié d'un deuxième temps de création et de peaufinage. C'est en fait comme s'il avait été créé ou complété, tu vois, Mm. créé 2 fois complété. Donc ce qui fait qu'on a obtenu au final un produit, mais très très riche, très cohérent, parce qu'on a repris tous nos écrits, on a amélioré nos écrits, on a essayé de sculpter encore plus les choses. Clément faisait des dessins, ça nous redonnait des idées, ta. Et donc toute cette période-là nous a permis de créer encore plus. Et quand le moment est venu sur l'agenda, le jeu était fini et encore plus. C'est pour ça que le jeu a été livré aux souscripteurs en PDF le lendemain, fin de la souscription. Parce que c'était déjà prêt. Et c'était déjà prêt. Voilà. Et c'est parti en impression, voilà. Donc, on a eu cette chance-là. Donc réellement, un jeu de rôle, en moyenne, c'est environ 1 an de création entre le moment où l'idée arrive, les premières bases, et puis tu fais, etc. Des fois, c'est un peu plus parce que ça dépend des agendas de chacun. Mais tu as des pauses. C'est-à-dire, tu vas créer, tu vas poser, tatati, tatata. Mais Donjons et Chatons, c'est créé en continu sur près de 2 ans. Donc en fait, il a eu 2 fois plus de temps, ou presque, de développement et d'écriture. Donc ce qui fait que ça devient hautement qualitatif, forcément. Parce qu'on a pu repasser une relecture supplémentaire, une correction supplémentaire par des gens extérieurs, hein, c'est pas nous qui la font, hein, il faut un regard neuf, etc. Donc on a pu recalibrer certaines choses au niveau de la maquette. Il y a eu une deuxième phase de maquette avec John et François aussi à la maquette. Donc ouais, c'est un beau temps de développement. Ceci explique cela. Ok. Il y a eu d'autres personnes que vous quatre là sur l'équipe, sur le projet. Ouais, après, Justement, t'as relecture. t'as les relecteurs, les correcteurs, il y en a plusieurs. Et puis après, il y a eu aussi le lien avec l'imprimeur, etc. Ça, je domine moins parce que ça, c'est le boulot d'édition des Détroits. À chacun son boulot. Mais oui, on va dire que le noyau, c'est Clément, Le Groomf, François et moi-même, voilà, avec chacun des rôles différents et on va dire des impacts différents. Et puis autour de ça, tu as une vraie équipe éditoriale qui gravite. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de travailler avec une maison d'édition qui connaît son métier, quoi. C'est une aide, c'est un soutien, c'est Ah bah oui. ou des fois oui, c'est bien la sûr. pression ou un peu de tout ça. C'est un peu de tout ça parce que il faut des gens qui, derrière toi, te parlent rétro-planning, délai de livraison, qui te rappellent que faire une page de souscription, ça ne s'invente pas. Les délais d'impression, ça ne s'invente pas non plus. Les retours imprimeurs, il faut y répondre en 48 heures, parce que si tu ne réponds pas en 48 heures, tu passes le délai, ça te met 15 jours dans l'envoi à l'impression. C'est pas 48 heures que tu prends, c'est 2 semaines. Donc s'il y a des gens dont c'est le métier, Stéphane, voilà, qui est à la tête des Détros, c'est son métier. Quand il en parle, il sait de quoi il parle. Donc moi, c'est pas mon métier. Moi, je peux écrire, je peux faire plein de choses, mais je sais pas forcément faire ça. Donc, il faut des gens comme ça pour tenir la barre et pour te ramener au réel. Le jeu de rôle, c'est plein de compétences. Après, tu as des gens qui savent tout faire. Alors, la chance de John, par exemple, c'est de pouvoir dessiner, écrire, maqueter. Voilà, diffuser. Ah là Donc, là, ces gens sont trop fabuleux.
Ouais, c'est un tout en un, hein. Moi, j'ai beaucoup appris avec, John et avec Clément, hein. Mais tu as besoin, n'empêche, de compétences externes. Et puis tu as besoin d'avoir des gens qui ont des pieds sur terre, qui ont un réseau d'impression, qui connaissent les tarifs, qui te disent: «Bah oui, mais attention, c'est tant les temps de page, fais attention, là, on va commencer à dépasser, faut faire gaffe au signage». De la réalité, quoi, hein. Un jeu Mmh. de rôle, c'est aussi une recette, c'est du professionnalisme et ça, j'y tiens beaucoup parce que, j'aime tellement le jeu de rôle que je veux qu'il devienne professionnel pour qu'il soit de plus en plus sérieux. Il l'est, sans perdre son âme. Donc c'est ça le tu vois, L'équilibre. l'équilibre. Heu, c'est pas toujours, facile. Enfin bon, en tout cas, je sais que j'ai besoin aussi de gens qui ont ces compétences multiples. Ça m'a appris aussi parce que j'ai fait un peu de direction éditoriale, un peu de réunion, et cetera sur le projet Donjons et Châteaux, donc j'ai appris, ce métier-là, aussi, voilà, ce qui me plaît bien d'ailleurs, ouais. De travailler peut-être avec des auteurs sur un coaching projet, sur une direction éditoriale, ça me plaît beaucoup. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un projet, prochainement ou l'année prochaine qui sorte, avec, Ah moi ah, sur ce rôle-là, peut-être. super. Ouais, ouais. Heu, est-ce quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors de la création du jeu? Bah, il fallait s'imprégner de l'univers de Clément jusqu'au bout, et donc ça veut dire qu'il faut retirer parce que, chaque créateur a son imaginaire et Mmh. c'est important qu'il amène son imaginaire. Mais il faut qu'il puisse amener son imaginaire tout en étant conscient qu'il va devoir faire des compromis parce que, c'est pas son projet, c'est notre projet. D'accord? Mmh. Donc il faut se mettre un peu en phase, il faut savoir accepter les critiques, Mmh. il faut, Lâcher voilà, donc prise un peu, hein. lâcher prise. Après, les auteurs, on a tous des personnalités. Donc, voilà, il y a tout ça à manager. Donc, voilà. Et puis après, je pense que ça va faire très entretien, genre, tu vois, les pseudo-entretiens d'embauche, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Et à chaque fois, tu trouves un truc, c'est pour le manipuler, et tu utilises des éléments de langage. Mais honnêtement, John, Clément et moi-même, on est plutôt perfectionnistes. Et donc, à un moment donné, il fallait aussi des gens qui puissent nous dire stop. Voilà, On va se stop. calmer là. Le point de lumière sur ce dessin-là, qui on va chercher 100 fois, c'est pas la peine, le dessin il est bien. Clément, calme-toi. Euh, John, en termes de game design, cette règle elle est pas mal. C'est pas la peine de la remettre 17 fois en playtest. Tu vois. Christophe, arrête de reprendre la description de tourne-bouchon. C'est bon là, c'est super, n'en rajoute pas, n'en retire pas, on est bien. Donc il y a ça aussi, il y a cette difficulté-là, c'est-à-dire de réguler, puisqu'on était tellement embarqué dans le projet, on était tellement passionné par Et Donjons et et Châteaux. le fait d'avoir eu du rap de temps justement, ça vous a pas, Eh oui, ça a été super, mais ça a engrené alimenté là-dedans? aussi, eh oui, ça a alimenté nos défauts de Mmh. ce point de vue-là. Donc voilà, c'est ça, il fallait le réguler. Il fallait le réguler. OK. Est-ce que tu as des anecdotes intéressantes à partager sur la création du jeu, des petits trucs rigolos ou pas, hein, mais des anecdotes? Qu'est-ce qui a En- truc marquant? T'en as toujours quand tu es dans le fil du projet, elles te reviennent facilement. Là, peut-être un peu moins, mais oui, ça, ces histoires sur le point de lumière, la couleur à utiliser, les X fois où Clément a repris l'écran, bon, ça en devenait drôle, quoi. Ça en devenait drôle. Nos réunions avec aussi le playtest qu'on a fait, parce que les pré-tirés du livre de base, en fait, sont les personnages qu'on a pu incarner. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Grisou, c'est un petit chaton un peu canaille, c'est mon perso. Caramel, c'est le perso de François. Bibi, le châtaigne, c'est plutôt celui du Grumpf, etc. Donc, ouais, ça c'était rigolo, les piétesses qu'on a pu faire ensemble, voilà, avec John qui nous faisait tester le scénario Mamie Omelette, qui est le scénario de découverte. Ça a été des bonnes parties de rigolade, ça fait toujours plaisir, quoi. OK. Et justement, il y a eu d'autres playtests, que vous ou Ah oui, comment ça s'est passé? Ça a bien été reçu? ouais.
Oui, oui, parce qu'on a On fait vous a fait tourner. tout refaire? Non, non, mais on a fait tourner Donjons et Chatons à la fois sur le Discord du studio, mais on l'a fait tourner aussi beaucoup en salon. Que ça soit au Salon international du jeu, que ça soit sur Octogone, que ça soit sur Clans, ici en proximité près de chez moi. Enfin voilà, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. Donc ça a permis d'avoir des retours. Voilà, il y a des amis de Clément aussi qui l'ont fait, qui ont pu le jouer et le maîtriser. Donc ouais, c'est une phase toujours importante quand même. Je remercie d'ailleurs tous les copains qui quelquefois subissent mes pieds-tests, etc. Je pense particulièrement à Axel ou Pascal ou Pierre, etc. Voilà quoi. Voilà. Ou même mes tables habituelles, parce que ce que se rendent pas compte aussi mes joueurs, c'est que quelquefois je teste à d'autres jeux des idées ou des thématiques que j'ai pour un autre jeu. Que je suis peut-être en train d'écrire ou Tu en train fourbes un peu. de bricoler, quoi. Donc, voilà, je les remercie, quoi. J'ai la chance d'être entouré de copains Donc, patients, parce que méfiez-vous quand ils vous invitent, c'est un piège. ouais, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Ça me rappelle des anecdotes. Il y a des fois où j'ai des envies, par exemple, et les copains se reconnaîtront. Vous avez fait un super, ce qui pour moi était un super scénario pour Star Wars, le jeu de rôle. Mais je m'étais fait sur une thématique autour de la force, etc. Et en fait, j'avais plus fait un film avec des instants où les joueurs étaient actifs, mais c'était plutôt un conte interactif que je racontais, quoi. Moi, je me racontais une belle histoire, quoi, tu vois. Donc c'était super, il y avait des grandes descriptions grandioses, tout ça, machin et tout. Mais c'était pas un scénario de jeu de rôle, tu vois. Mais moi, j'étais très content de moi, je me suis fait vachement plaisir, mais c'était un flop. Ils ont pu jouer quand même, hein. Un peu, bien sûr, mais c'était un flop total autour de la table, même si je pense qu'ils ont pris du plaisir. Donc, Ah, il y justement, je a crois qu'il y en a un qui s'est reconnu, hein, Yoshiban, qui dit donc demain soir, on va servir de cobaye. Ah ouais, parce que demain soir, cet été, j'ai décidé comme j'ai terminé de maîtriser une grande campagne à Donjons et Dragons qui est Descente en Averne, que j'ai maîtrisé à la fois à distance, à la fois en IRL, en même temps, avec 2 tables différentes. Voilà, donc ça m'a beaucoup occupé pendant plus d'1 an, cette histoire. Parce que c'est une sacrée campagne. Là, cet été, je fais des petites incursions. J'ai envie de faire tester aux potes et de faire découvrir des choses différentes. Donc, j'ai fait du Imperium 5. Je sais pas si Patrick est sur le chat là, mais je leur ai fait tester de l'Imperium 5 pendant que j'écrivais sur Imperium 5. Et là, demain, je leur fais tester autre chose. Mais il essaye de savoir en fait ce que je vais leur faire tester, mais il ne le saura pas. Tu le sauras demain quand on va se retrouver pour jouer. Voilà. Haha. Le financement, comment ça Oui. s'est passé? J'ai vu que Formidable. c'était. Vous en demandiez 10 000 et il y a eu 119 000. Ouais, c'est ça. Ouais, on a tout pété, mais c'est pas ce chiffre-là qui m'intéresse le plus, Ouais. c'est le nombre de De souscriptions. nombre de Ouais. souscriptions, donc C'est- 1672. Vous aviez un Ouais, c'est ça. objectif à combien en fait? Alors, l'objectif, je sais plus combien ça représentait, mais on l'a largement dépassé. Alors, moi, je suis très mauvais pour tout ce qui est calcul commercial et tout ça. Moi aussi. C'est pas du tout mon truc. J'étais juste très fier, immensément fier, que la communauté, elle nous suive comme ça et qu'elle ait compris notre projet. Parce que tu trouveras toujours des gens pour te dire ouais, mais bon, vous avez fait un truc avec des chatons, c'est bankable. Vous avez fait un truc un peu médiéval fantastique, c'est bankable. Mais on y a passé tellement de temps, on s'est vraiment tellement trituré le cerveau, on a essayé vraiment de passer des vrais trucs en termes d'éducation, de valeurs, de cohérence de monde et tout ça. Et c'était un vrai plaisir de voir que la communauté, elle nous suivait. Puis il y a plein de gens à qui on a fait tester en live, par exemple. Ça, c'est un souvenir ému, tu vois. On faisait les playtests en live sur le stand au Festival international du jeu. Et les gens allaient tout de suite souscrire après. Parce qu'ils étaient Ça fait convaincus. plaisir. Voilà. Que ça m'a rendu très, très heureux. Et en même temps, la pression en me disant, mais ouais, j'espère que les gens seront contents de ce qu'ils vont recevoir. J'ose l'espérer. Mm. Mais c'est surtout ça que je retiens, c'est le nombre de souscripteurs, l'argent que ça représente. Tu sais, tu peux faire un pledge à 150, 200 balles, et puis te retrouver avec 100 000 euros, mais finalement, tu n'as peut-être pas tant de souscripteurs que ça.
C'est plutôt le Oui, je nombre de voyais gens. surtout le gap entre le 10 000 et le quasiment 120 000 en Ah fait. ouais, ouais, bien sûr, C'est bien sûr. c'est impressionnant. Et d'autant plus qu'on a essayé vraiment de tirer les choses, les prix vers le bas pour pouvoir, faire en sorte que les familles n'hésitent pas à investir parce que, Mmh. c'était accessible et abordable. Voilà, donc je pense qu'il y a eu plein d'efforts qui ont été faits, en termes d'échelle, en termes de marge, tout ça, en Vous termes a de sérieux d'édition. vous vous attendiez à un tel succès sur le financement ou Ho honnêtement, c'était la surprise? non. Ouais, c'était la surprise parce que, heu, on s'est dit: «Ouah, si on atteint les 500 souscripteurs, ça serait une belle réussite, quoi». Voilà. Quand on les a atteints, on s'est dit: «Waouh, si on atteint les 700 souscripteurs, non mais les 1000, ça serait un miracle, ça serait un truc de fou, ça serait énorme». Puis après tu te dis: «Putain, mais ça n'arrête pas, Mais quoi». ça continue de monter! Ça continue, quoi. Et là tu te dis: «Bon, ouais, c'était génial». Enfin, je suis tellement content pour Clément parce que c'est un univers qu'il a tellement dans la peau. Moi, je suis qu'un modeste participant à ce projet-là. Et l'univers, l'idée de base, elle vient de Clément quand même, hein. Alors certes, il me dit toujours: «Bah oui, mais tu as apporté des trucs, tu as développé des trucs tricky, génial, j'aurais jamais pensé, à développer ce genre de choses». Même chose pour John. Mais ouais, j'étais vraiment content pour lui, quoi. J'étais vraiment, vraiment content aussi pour lui. Voilà. Bah, c'est Puis lui qui content avait pour la petite graine, la hein. crédi oui, oui, c'est ça, puis la crédibilité pour le studio, quoi. Mmh. Voilà, le studio d'Ecro, bah oui, propose RunQuest, mais propose aussi, Donjons& et Chatons, quoi. Ça, c'est important, je pense, pour, la représentation de ce que peut être un studio de création français, qui peut proposer de Mmh. la traduction sur des grosses licences et de la pure création française. Ça, c'est vraiment D'ailleurs, il va s'exporter ou c'est juste, pour la France pour le moment? peut-être, on verra. Je Moi, peux je vois un pas t'en petit dire plus. sourire où il y a des choses qui se préparent. Mais je sais pas, on verra ce qu'il en est, on verra. OK. Bon, on va passer, au plan suivant. Comment on Mmh? joue? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, bah, justement un peu le système de jeu, comment ça se Oui, passe? oui, oui, bien sûr. Alors, le studio Dead Crow a un système de jeu, interne, générique qui est le 3D6 système. C'est un système qui tourne qu'avec des D6 et principalement avec 3D6 système. Et en fait, Donjons et Chatons, le système est un hack de ce système-là qu'on a vraiment, typé pour, Donjons et Chatons. Donc, dans Donjons et Chatons, chaque chaton, finalement chaque personnage est joueur, non joueur, est défini par 3 qualités qui sont costaud, malin, mignon. Le Mmh. physique, le mental intellectuel, le social relationnel. Ces qualités, elles sont notées de 1 à 5. Plus ta qualité est haute, meilleur tu es. Quand tu fais une action, on choisit la qualité qui est visée, costaud si tu veux grimper à un arbre, et tu lances 3 d6, et chaque fois qu'un de tes dés fait égal ou inférieur au score de ta qualité, tu as un succès. Tu as 5 en costaud, tu grimpes à l'arbre, tu lances tes 3 dés, tu fais 3, 4, 6. Tu as donc 2 succès, le 3 et le 4. Plus tu as de succès, plus tu réussis ton action. Certaines actions te demandent un minimum de succès. Par exemple, monter à l'arbre, c'était 2 succès. Tant mieux, tu as réussi. S'il en fallait 3, malheureusement, tu aurais raté. À ce pack D'accord. de base, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Donjons et Châteaux est un jeu qui fonctionne en fait par pack. C'est-à-dire tu peux jouer rien qu'avec cette règle-là, avec des enfants Mmh. ou avec des adultes qui n'ont pas envie de se casser la tête. Et après, tu peux rajouter, voilà, tu peux rajouter des packs de règles, je dirais plutôt de réglettes parce que c'est des petites règles. Par exemple, tu as les talons. Les talons, tu as bougé ton popotin en talon. Quand tu grimpes à l'arbre, tu es sans doute plus doué. Donc plutôt que de lancer 3 dés, tu vas lancer 4 dés, ce qui potentiellement t'amène plus de succès. Tu OK. lanceras non pas 3 dés, mais 4 dés sous ton score de 5. Et donc ça te permet de gagner un peu plus de succès. Après, on a les points de cœur, qui sont un peu les points d'énergie, les points de vie des chatons. Lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont fatigués, tu as les points d'amitié que tu peux dépenser pour avoir des succès automatiques ou pour aider tes camarades. Si jamais tu utilises un équipement de façon ingénieuse, tu peux relancer un de tes échecs.
Donc tu vois, toutes ces règles-là, tu les rajoutes au fur et à mesure ou tu les Mmh. prends de base parce que tu joues avec des vétérans, avec des rôlistes qui ont envie de jouer avec toutes les règles, qui restent très simples, hein, quand même, parce que là, je viens de te faire le tour Oui, des règles. Quand tu lances un sort, c'est la même chose, il te faut un ça va minimum encore. de réussite. Voilà. Rien de très compliqué. OK et c'est quoi le rôle du MJ dans ce jeu? D'être un Comment facilitateur. OK, On utilise le terme de conteuse, parce que c'est ça en fait, c'est raconter pardon. une histoire. Euh, c'est le ou la conteuse, ou le conteur, a un rôle surtout de facilitateur. Facilitateur pour transmettre le jeu, transmettre les règles, animer la table et faire en sorte qu'on passe un moment facile et agréable. Tout à l'heure, je te parlais de game design par rapport, Mmh. c'était un peu tracassé la tête. Par exemple, dans Donjons et Châteaux, dès qu'il y a une opposition, tu as toujours le moyen de t'en défaire sans aller à la confrontation brutale, sans aller vers un combat. Et lorsque tu vas vers une opposition un peu plus forte, tu as les querelles. Tu as deux types de querelles. Tu as les querelles de crocs, où on monte les crocs, on essaye de Mmh. s'intimider. Et il y a les querelles de griffes, où là, on fait couler le sang. Et finalement, les animaux vont rarement à la querelle de griffes. Donc, ça reste l'ultime extrémité. Donc, à la fois, on voulait montrer un peu le comportement animal, avec je peux toujours trouver une astuce pour éviter de me mettre en danger. Si vraiment il y a un danger, je peux déjà essayer d'intimider avant tout et d'essayer de m'en sortir de cette façon-là. Et si on vient au griffe et que le sang coule, et là, les choses deviennent véritablement dangereuses. Et ce système-là permet aussi de canaliser un enfant autour de la table. Mmh. Parce que les enfants, c'est pas simplement ouais, allez, avec ma grosse épée, je vais aller tabasser le méchant chien garde de la tour. Voilà. Non, on peut essayer de le contourner, on peut essayer de l'intimider. Et puis attention, si tu vas jusqu'au griffe, là, il y a du danger. La violence, c'est pas n'importe quoi. Pas Et récompensé. exactement, c'est pas à galvauder, c'est pas le but à rechercher. Donc, on a mis dans notre game design et dans notre structure d'univers quand même on retrouve ce qu'on a voulu créer depuis le début dans Donjons et Châteaux. Et c'est un pur joueur de Donjons et Dragons qui te dit ça, hein, alors que j'ai été biberonné au massacre de gobelins pour gagner des pays. Donc voilà, j'en ai retiré quelque chose. Fait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà Parce qu'on peut essayer de transmettre autre chose, même si c'est toujours éclatant d'être dans ce genre de défi à la Diablo. et du coup, au plus faut du scénario ou on peut y aller en total impro? Comment ça se passe? Alors, dans le livre de base, il y a 4 scénarios. Il y a un scénar dans l'écran, il y a du scénar supplémentaire qu'a pu proposer aussi Grumpf, comme je le disais, sur son site. Mmh. Mais réellement, le monde est tellement solide et comme on est sur cette trame du voyage, bah, tu peux reprendre le voyage sur la route et puis, bah, qu'est-ce qui se passe sur la route? Bah, tiens, là, il y a une maison et puis hop, tu peux faire de la création spontanée. Parce que le monde et les règles sont assez solides et modulables, mais solides pour faire en sorte que tu ne seras jamais vraiment perdu. Et puis, on a créé par exemple, parce qu'il y a dans Donjons et Châteaux, il y a aussi Donjons. Donc, on a mis quand même des donjons. Donc, il y a par exemple Fief Rousse, qui est le plus gros donjon du monde de Donjons et Châteaux. Mais pourquoi c'est le plus gros? Parce qu'en fait, il est modulable. À chaque fois que tu rentres, il a une nouvelle apparence. Je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi, du comment ici. Je vous invite à lire le bouquin. Ah Mais en fait, ah, on va y jouer. voilà, avec quelques jets de dés, tu vas structurer un donjon à explorer. D'accord. Parce que n'oublions pas qu'il y a un côté post-apocalyptique, disparition des gros tout nus, et monde à découvrir. Donc le donjon, il a son sens. Tu peux y faire sens. Voilà, d'aller explorer quelque chose. Un donjon, réellement, je ne vais pas rentrer, il y a des articles sur Internet qui parleraient mieux que moi de cela, mais le donjon, c'est un concept, c'est une épreuve. Le donjon, tu peux le distordre, c'est pas forcément un cloaque souterrain à explorer avec pièce 1, porte, trésor, etc., etc.
Même si ça peut être intéressant de jouer ça aussi, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais ça peut être intéressant de jouer ça aussi. Mais le donjon, avant tout, c'est un concept. Et ce concept-là, tu peux le visiter et le revisiter de plein de façons différentes. Ce concept-là, tu peux l'injecter à Donjon et Chaton. Frousse en est un exemple. Et finalement, d'une certaine façon, le Manoir des Brumes, qui est le scénario à l'intérieur de l'écran, est aussi à sa façon une exploration et donc finalement un donjon, mais vu d'une autre façon. Donc voilà, on retrouve aussi tout ça dans Donjon Chat. Ok. J'espère être clair. Est-ce qu'il y a enfin, c'est quoi la variété de personnages jouables dans le jeu? On peut jouer que des chatons ou t'as parlé Non, d'hérissons, de ouais, chiens ou autre? il y a plein de choses. Hein. Il y a les chatons du royaume, il y a les chatons bizarres et t'as tous les autres animaux. Et là, la communauté, mais depuis que le PDF est sorti, crée plein de choses. Il y a Alceste, qui a aussi une chaîne Mm. YouTube, qui a fait plein de nouvelles enfances pour les chatons, parce que c'est très facile avec une idée, une petite description, et comme la mécanique, elle est solide, comme je disais, elle est modulable, tu crées 2-3 petits pouvoirs, etc., et tu crées ta nouvelle enfance, parce que par extension, on pourrait dire que les enfances, ça serait l'équivalent de classe à donjon, si je reprends ce côté donjon et chaton, mais en beaucoup plus simple, D'accord. en beaucoup plus ramassé, en beaucoup plus facile. Et donc, il y a plein d'enfants qui sont sortis. On a reçu aussi pas mal de propositions de fans au studio Dead Crow. Il y a des gens qui commencent à créer et qui Ça fait continuent à créer. plaisir, non, de voir Ouais, les gens créer autour de ce que vous avez fait. bien sûr, bien sûr. Et le but, c'est d'en faire quelque chose. Je pense que tout ça, à partir de la rentrée, quand le jeu physique sera sorti, ça sera un peu le top départ pour essayer de regrouper tout ça, de le mettre à disposition de la communauté. En tout cas, on y réfléchit sur comment faire pour mettre en valeur les propositions des gens. C'est Mais ouais, chouette. je les remercie, quoi. Donc oui, il y a plein de choses à jouer, quoi, pour Donjons et Châteaux. Voilà. Et du coup, t'as parlé tout à l'heure qu'il y avait justement des pré-tirés qui correspondaient aux persos Ouais, que vous avez playtestés. ouais. Comment se passe la création de persos? Bah, elle est Sont... simple, en fait. Tu as 8 points à répartir dans tes qualités. Mhm. Tu as 2 talents à choisir si tu joues avec les talents d'entrée sur ta feuille de personnage, comme par exemple bouger son popotin et trouver sa route. Voilà, tu coches J'aime bien tes bouger 2 son talents. popotin. Et ouais, ouais, ouais. Tu as un trait de caractère que tu peux même tirer au hasard, voilà, qui définit ton chaton. Et tu as une enfance. Par exemple, Miage, c'est une enfance. Châtaigne, c'est une enfance. Et cette enfance, elle te donne un petit pouvoir et un pacte. Un pack, pardon. Non pas un pacte, on n'est pas, c'est pas un économiste. Un pack, pardon, d'équipement. Tu recopies ça sur ta feuille et ça y est, t'es prêt à jouer. 2 petits calculs. Les points d'amitié qui sont égaux à ta qualité mignon et tes points de cœur qui sont égaux à ton costaud plus ton malin. Voilà, 2 petits calculs, un recopiage de pack, un recopiage de dons, une distribution de points, 2 petites coches et c'est parti. Ça paraît simple comme ça. Hein. Ah bah ouais, c'est simple, honnêtement. Est-ce que pendant les playtests, vous avez découvert des choses sympas, étonnantes sur le jeu, une façon d'aborder les choses? Ouais, oui, oui, ben je pense que par exemple, la règle avec les talents, donc avantages et désavantages, on l'a revu pas mal de fois jusqu'à temps qu'on ait la structure du lancer 4D, parce qu'au début, est-ce qu'on lançait 3D, on regardait les deux meilleurs, enfin, ouais. On s'est pris la tête, après on s'est dit, mais oui, mais un enfant, est-ce qu'il est capable de reconnaître ça? Moi, j'en ai parlé avec des copains enseignants, enfin bref, le groupe a réfléchi à la question, et puis finalement, c'est à travers les playtests qu'on a trouvé la bonne solution des 4D ou 2D. Ok. Donc c'est important, les playtests. Hein. C'est important. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le système de jeu ou comment on joue à Donjons et Chatons? Non, honnêtement, je pense que j'ai fait le tour, là. Il y a une bonne base. Et est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Parce que s'il n'y a plus de questions, on va passer sur l'actu du jeu. Eh oui, Eh oui. Donc, on verra après pour les questions. Donc, le financement a été terminé il y a quelque temps déjà. oui. Où est-ce que ça en est?
Comme je te disais, suite au financement, le PDF a été envoyé. Là, on a reçu les écrans et diverses autres choses. Les souscripteurs vont être livrés, je pense, avant, peut-être même avant la fin du mois de juillet ou peut-être courant août. On sert les souscripteurs avant, bien entendu. À partir de la rentrée, il y aura les boutiques, donc je pense que ça sera plutôt vers fin septembre. Voilà, ça, Stéphane en saurait peut-être plus que moi. Mais en tout cas, à partir de la rentrée, fin septembre, il sera trouvable en boutique et il Ah apparaîtra ah. aussi sur les stands en convention et tout ça. Et par exemple, il y aura des bouquins de dispo à Octogone, avec en plus la présence de Clément qui sera là pour faire Des des petits dessins dédicaces. bah ouais, sur les bouquins. Oh Moi, là cette année, là. exceptionnellement, je ne serai pas à Non. Octogone parce que pris sur autre chose. Mais voilà, le bouquin sera là. Donc oui, on tient nos engagements, donc c'est plutôt cool, quoi. Ok. Est-ce que vous avez prévu d'autres choses autour de Donjons et Chatons? Tu parlais tout à l'heure des choses qu'on fait à la communauté autour. Est-ce que vous Ouais, avez ouais, prévu ouais. d'autres choses aussi? Bon, il y a le Groove, comme je disais, qui met du matériel Mm. gratos. Il y a ce qu'on va voir peut-être pour faire avec la communauté. Et puis après, on verra aussi que nous, on peut proposer. Alors, il y a un dessin animé qui va se faire avec un studio d'édition français. Oh, Ça, c'est le gros projet de Clément. Donc, il est pas mal là-dessus. oh, c'est Nous, on a d'autres, génial. ouais, on a d'autres projets de jeux. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui seront annoncées prochainement pour Donjons et Chatons. Donc, à suivre. Tu sais, le jeu de rôle aussi, c'est une Mm, question de disponibilité, de mm. planning, de Le capacité de création. planning. Ah ouais, ouais, mais c'est des réalités. Donc, Oui. on verra. Mais oui, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas d'autres sorties pour Donjons et Chatons. Ça dépendra de plein de facteurs Mm. voilà, qu'il faudra réunir le moment venu. On verra, mais c'est possible. Ah là là. Est-ce que toi, tu as d'autres projets de jeux de rôle en cours de développement actuellement? Oui, 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 là, je finis, l'écriture sur Imperium 5, où, Patrick, d'OBA Édition m'avait demandé de rejoindre le projet sur le livre consacré aux secrets et de travailler plus particulièrement sur tout ce qui touche, aux Imperiums, à leur lien entre eux, à ce qu'il y a derrière les Imperiums, aussi un peu sur la planète, Ah et là cetera, et là. cetera. Donc ça, on arrive, on arrive au bout, donc c'est bien. C'est un super projet, enfin, c'est un super monde. Enfin, Mm. j'en ai déjà parlé par ailleurs, mais c'est un vrai bon jeu de science-fiction. C'est un vrai jeu intelligent. Patrick, c'est encore une fois, enfin moi j'ai accroché. C'est une personne formidable. OBA Édition, je pense que c'est une maison d'édition qui est encore jeune, mais qui propose plein de produits différents. Il y a les Veilleuses là qui sont sorties de Mm. Guillaume Jantet au sein d'OBA Édition. Il y a aussi le jeu série un peu Far West, se passant Wallow Wide. voilà, dans le Wyoming, qui est très très bien aussi. Et je le dis d'autant plus que j'y ai pas participé, tu vois, mais je vois comment les choses se font. Et surtout, je vois la passion et l'énergie que Patrick met dans ses projets. Donc Je sais pas comment voilà. il tient. Ah ouais, enfin, il me fait halluciner aussi. Mais voilà, donc je suis très content d'avoir participé à ce projet. Je pense que c'est un jeu de qualité. Je pense que les souscripteurs seront contents de ce qu'ils vont recevoir au début de l'année prochaine. Donc voilà, donc là je vais livrer mes textes avant la fin du mois. Et puis après, je pense que je referai des passes sur deux, trois autres choses, mais je suis bien, je suis là par rapport à mes délais. Et Oui, vas-y, vas-y. non, non, je t'en prie, vas-y. Bah non, j'allais passer à autre chose, mais si tu vas encore parler de ce sur quoi tu travailles, vas-y. Oui, oui, j'ai d'autres choses. Je suis trop On a, pressée. on a un projet qui nous tient à cœur avec Loïc Musy, Mm. qui s'appelle Inachevé, euh, qui est un jeu vraiment particulier où on incarne en fait
des sculptures issues de l'imaginaire d'un atelier d'artistes qui se retrouvent en fait dans un monde qui est issu de l'imaginaire de ces artistes. Et ces sculptures prennent vie et leur but, c'est de pouvoir s'émanciper de ce monde-là, de devenir des chefs-d'œuvre pour passer à autre chose. Donc on est sur un jeu qui ressemble à rien d'autre, avec des mécaniques, voilà, pareil, où on essaye de mettre du sens aux mécaniques, et puis un monde qui va être à l'image des dessins de Loïc et de tout ce qu'il a dans la tête. Voilà, donc ça c'est un projet qui suit son cours, qui est en développement, et c'est pareil, on prend notre temps parce qu'on veut bien faire les choses. Et puis je pense que la direction artistique va être, voilà quoi, c'est Loïc a regardé ce qu'il fait chez Chaosium, vous avez compris quoi. C'est Donc ça. on va ça va être quelque chose. Je suis très, très content de participer à ce projet. En plus, c'est une belle rencontre avec Loïc, on se connaît, on est amis, enfin, moi je l'adore. Donc voilà, on va voir ce qu'on pond à ce niveau-là. Et puis, mais ça a bien avancé hein, déjà. On Faut a faut hâte de être voir le résultat. voilà. Et, et puis, il y avait ces projets, je te dis, de direction éditoriale et tout ça. Mm. Il y a des gens que j'apprécie beaucoup, des gens avec lesquels j'ai envie de travailler. J'ai eu des coups de cœur aussi cette année. Voilà. Ce qui fait que ça m'a amené à rencontrer des gens formidables, et il y a des idées qui émergent. Donc voilà, pour l'instant, on est qu'aux prémices. Et là, j'ai envie de voir ce que de jeunes créateurs peuvent proposer, et ce que moi, je peux, très modestement, avec l'expérience que j'ai, mais surtout de rôliste, et puis un peu dans la publication et l'édition, ce que je peux amener en termes de coaching de projet, de propulsion de projet. Donc il y aura peut-être ça aussi dans une deuxième partie de l'année 2024. La transmission de l'expérience. Ouais, voilà, puis modestement, parce que franchement, par rapport à d'autres, j'ai pas fait tant de choses que ça. Mais moi, je vais me diriger vers ça. Et puis après, moi, j'ai eu la chance de choisir tous les projets auxquels j'ai participé. De Colonial Gothic en passant par Nautilus, parce que je suis fan de Jules Verne, Aquablue, j'ai toujours adoré la BD, Donjons et Chatons, parce que j'ai un amour, vous l'avez compris, pour Donjons et Dragons, et là, c'était une super distorsion et une sorte d'hommage à la fois. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Euh, Après, je sais pas. Voilà. Après, là, j'ai des projets là que je suis en train de finir, Imperium 5, le projet avec Loïc et tout ça. Mhm. Après, je sais pas, on verra. Je passerai peut-être à autre chose. Je disais, j'ai peut-être envie d'écrire. Alors, pas forcément écrire pour être publié, mais écrire pour moi. C'est bien, Je... c'est important aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, on verra. Et peut-être qu'il y aura rien d'autre. Et voilà, c'est pas mon vrai métier, hein. J'ai un vrai métier par ailleurs. Donc, je peux me permettre d'arrêter si j'estime avoir fait un cycle pour C'est un peut-être vrai revenir autrement. métier, mais c'est pas ton principal. Et, Nuancé. et, et, et peut-être que j'y reviendrai après, peut-être qu'il y aura un temps de pause. Je sais pas. Là, on verra. Ok. On verra. Après, il y a peut-être des gens qui vont me contacter en me disant Christophe, tiens, on a ça comme projet, qu'est-ce que t'en penses? Et qu'il y a peut-être un projet qui va me tilter à mort, Petit coup me de cœur. hyper. Et peut-être que j'y viendrai. Hein, voilà. J'ai des contacts avec des éditeurs, avec des gens qui. Voilà, j'en ai régulièrement. Peut-être qu'il y aura un truc qui me fait ah ouais, effectivement, ça, j'ai envie d'y participer, quoi. On verra. Ok. Et t'as dit que tu serais pas Octogone cette année. Tu seras où du Et coup? non! Et non, je suis pas autonome. Pour des raisons très, très Oh, tu personnelles, seras pas liées à sur mon un, aide. tu seras pas sur Non, un non, autre non, salon. Voilà. Ok. non, pas du tout, pas du tout. Je serai en voyage, et je serai à l'étranger à ce moment-là, donc Ah. parce que je ne serai pas disponible pour Octogone. Bah, alors Alors que oublie pour ma moi, question. Octogone, c'est génial. Hein, si vous ne connaissez pas Octogone, si vous nous écoutez, il faut aller à Octogone. Et sera quoi la prochaine convention? On pourra te voir alors? Alors la prochaine, elle est locale, elle est pas loin d'ici, c'est fin du mois d'août, c'est sur Clans, à Clans-Sort-le-Grand-Jeu, c'est un petit village de l'arrière-pays niçois qui fait Mhm. tous les ans son festival, voilà, avec une thématique. L'année dernière c'était le western, cette année ça sera la magie. Ah ah. Et ben voilà, j'y serai.
pense que je proposerai en journée du Donjon et Chaton, justement. Moi, quand je vais sur les festivals, je ne suis pas juste là pour signer des bouquins ou je sais pas quoi. J'aime bien faire jouer. Euh, L'année dernière, j'avais playtesté un scénario pour un recueil de scénarios qui sortira bientôt d'ailleurs. Donc là, je ferai sans doute du Donjon et Chaton, et puis le soir, profiter de la nocturne pour tester quelque chose de peut-être un peu plus adulte, hein, un peu plus mature. Voilà, il y a certains de mes joueurs ou joueuses qui se souviennent de certaines parties mémorables à Colonial Gothic le soir sur la place de Clans en pleine nuit. Voilà, on verra ce qu'on peut proposer. Sortez les dossiers, là. Ouais, il y a des parties assez qui font peur. Donc voilà, ça sera le prochain festival. Après, comme je suis pas Octogone, après il y aura peut-être les contes d'automne avant la fin de l'année. Et puis après on enchaînera le film, Kaiserberg, parce que ça aussi c'est un formidable salon, un formidable festival. Faut être à Kaiserberg, tu y étais. Oui, ça fait 2 ans d'affilée. Ouais, je m'en lasse pas. Ouais, non, c'est un truc de fou. Voilà, j'ai un peu ma petite tournée, puis après je reste ouvert, hein, moi j'accepte les invitations. Là, récemment j'étais à Arles pour un festival dans le musée des histoires antiques d'Arles où j'ai fait animer du Donjon et Chaton propulsé dans Arles post-apocalyptique, c'était assez sympa. Donc voilà, faut pas hésiter à me contacter et puis à me proposer des choses. Si ça m'intéresse et si je suis dispo, ça sera avec plaisir, en tout cas on en parle. Voilà. Ok. Bon, il y a eu une petite question tout à l'heure. Yoshiban qui demandait, est-ce que vous avez playtest avec des enfants? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, alors c'était pas un playtest, mais encore, je parlais de Arles très récemment. J'ai eu une table où j'avais, un papa, une maman, avec 4 enfants. Et c'était sympa. Et oui, et bien sûr, en amont, on a playtesté avec des enfants, bah oui, pour voir comment ça fonctionnait. Surtout nos fameux cartouches de règles. Voir si voilà, je lance les dés, je fais en dessous du chiffre et tout ça. Est-ce que tu as compris le système? Ça marche? J'ai réussi, j'ai pas réussi. Plus tu as de dés qui sont réussis, est-ce que tu comprends plus que l'action est réussie? Donc oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'est venue aussi l'idée de faire les petites figurines en bois qui étaient exclusives à la souscription, parce que voilà, c'était On n'en important a que pas les parlé enfants. de ça. Il y avait des petites figurines en bois faites Oh, par un artisan français, Ludambois exactement, qui représente certains personnages un peu importants du monde, mais aussi les personnages prétirés. Et on s'est rendu compte qu'avec les enfants, c'était important qu'ils manipulent Mm. ce genre de support, c'était un facteur d'imaginaire. Donc voilà, oui, c'est à fortiori, hein, avec des enfants. ok. Ben, alors, d'accord. Kaisersberg en Alsace, oui, c'est déjà passé. Dark Ouais. va dormir. C'est le premier week-end de mai en général. Formidable. Ouais. Dark va dormir, comme le jeu de Oui. revenir. D'ailleurs, sur le Discord, on a un chat dédié à l'organisation des conventions. Je sais pas si t'es chez nous. Déjà, attends, je vais mettre le lien vers le Discord. Comme ça, vous pouvez le rejoindre. Et dans la section IRL, il y a toute une section sur les conventions où les gens qui vont à telle ou telle convention disent je serai présente. Et comme ça, vous pouvez vous retrouver sur place et vous organiser des choses. Oui, bien sûr. C'est ça la communauté. Exactement. Ouais, Kaiserberg, c'est formidable. C'est top. Mais toutes les conventions rôlistes, parce que ça fait du bien de se Elles ont leur retrouver, charme. Hein. Ouais, voilà, entre rôlistes, à discuter que de jeux de rôle, à lancer des dés, voilà, à boire quelques bières si affinité. Donc non, Surtout c'est sympa. le saucisson aussi. Ouais. Parce que je dis souvent, voilà, fier d'être rôliste, hein. Moi, je respire ça, je transpire ça, fier d'être rôliste. Voilà. Ok. On a fait tout le tour. Merci. Merci à toi d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, écoute, c'était un plaisir. J'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment agréable. J'espère que les gens
ont été et seront intéressés quand ils verront la J'espère aussi. vidéo, quoi. Voilà. Et qui sont prêts à aller acheter les bouquins fin septembre dès que ce sera en boutique. Ouais. Puis faites-le jouer, hein. Il faut pas que Donjons et Oui. Châteaux, ça soit un calme bibliothèque. Non. Il faut vraiment le faire jouer, Puis, faut le faire tourner. puis d'ailleurs, la prochaine étape, c'est que tu nous fasses jouer Bah oui, un petit pourquoi pas. scénario. Hein. C'est Bah oui, prévu, pourquoi pas. c'est dans le dis c'est quoi ton jeu. La prochaine étape, c'est tu nous fais jouer, je te fais une petite table et tu vas nous faire une démo du jeu. Mais c'est pas de souci, avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi Super. pour ton invitation. C'était vraiment très cool. Moi, ça m'a fait super plaisir. Ça faisait un moment que je voyais ce jeu. Ça fait un moment que je te croise en convention aussi. Ah ouais, Et puis, il était temps. Voilà. exactement. Eh bien, ça, c'est fait. Check. Check. Bon, sur ce, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Sur le chat Pareil. aussi, je vous souhaite une excellente soirée. Le prochain live, eh bien, ce sera mercredi prochain. On se retrouve avec Acritarch pour un nouveau Dis c'est quoi ton jeu où on va parler d'horrifique. Haha. Formidable. Et oui, hein. Je l'ai lu, c'est formidable. Très, très, très beau boulot. Très intelligent comme approche de l'horreur. Très, très, très intelligent. Bravo. Et oui. Et beau boulot aussi pour le coffret, il est magnifique. Et ensuite, la semaine suivante, donc ce sera une petite semaine, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, hein, je vais m'amuser un petit peu. Et par contre, la semaine suivante, grosse semaine. Parce que lundi, je vais être avec les lapins marteaux pour parler de Monster Hearts. Haha. Et le 26, on fera un actual play de Monster Hearts. Voilà. Et c'est Guillaume Jantet qui va nous maîtriser ce petit bijou. Et le vendredi, un nouveau Dis c'est quoi ton jeu où on va parler du jeu Imperator. Voilà. On reçoit du bon monde, hein. C'est super. Ouais. C'est super. C'est un super jeu aussi, hein, franchement. Je connais pas beaucoup, mais du peu que j'ai vu, ça me chauffait pas mal. Voilà. Il y a du boulot derrière Imperator. Ça se voit. Du lourd. Ça se voit. Ça a l'air costaud. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine et la semaine d'après pour un fin de mois de juillet sur les chapeaux de roue un peu. Hein. Voilà. Donc, plein de bisous tout le monde et on se retrouve sinon sur le Discord. Bye. Ciao tout le monde. À plus.